J'ai élaboré des lettres de mission pour les membres du gouvernement. Chaque département ministériel va rendre compte, le moment venu, de l'exécution des missions à lui confiées et les conséquences en seront tirées. Cela en toute responsabilité. Il s'agit de notre devoir sacré de redevabilité envers le peuple nigérien. En tout état de cause, à un moment ou à un autre, chacun rendra compte de ses actes devant le peuple, devant l'histoire et devant le Créateur. C'est aussi vrai pour les gouvernants que pour les agents publics, les pères de famille et chaque citoyen. Fin de citation. Général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, chef de l'État. Message à la nation à l'occasion du 66e anniversaire de la proclamation de la République, 18 décembre 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous poursuivons notre série d'entretiens avec les membres du gouvernement sur la mise en œuvre de leur lettre de mission remise à eux par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani. Nous recevons aujourd'hui sur ce plateau la ministre de la fonction publique et du travail et de l'emploi, Madame Aïssatou Abdoulaye Tondi. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour entamer cet entretien, pouvez-vous nous dire très brièvement dans quel état se trouve le secteur de la fonction publique, du travail et de l'emploi avant les événements du 26 juillet 2023? Quelles sont les dispositions prises par votre département ministériel depuis votre prise de fonction pour améliorer la situation? Je voudrais de prime abord remercier le président chef de l'État, son Excellence, le général de brigade Abdraman Chani, pour la confiance placée à ma modeste personne. Je remercie également la RTN de cette occasion qu'elle m'offre pour entretenir mes concitoyens sur l'état de mise en œuvre de la lettre de mission à nous confier. Permettez-moi de faire un bref aperçu de la fonction publique. En effet, à la date du 31 décembre 2024, l'effectif de la fonction publique, d'une part, pour les agents régis par le statut général de la fonction publique, est de 61 366 agents, dont 37 322 de sexe masculin et 24 042 de sexe féminin. Cet effectif est composé de 55 300 cadres supérieurs, tous cadres confondus, 5 870 auxiliaires et 196 agents contractuels. D'autre part, pour les agents régis par les statuts autonomes, tels que la douane, les eaux et forêts, la garde nationale, la police nationale, les magistrats et les services judiciaires est de 35 825 agents. Parlant de la situation avant le 26 juillet 2023, il faut dire que le contexte était essentiellement marqué par un tassement en personnel dans les différentes administrations à redéployer, un recours de plus en plus massif à un personnel palliatif, les contractuels, les appelés de service civique national, les stagiaires, les bénévoles, c'est eux qui exerçaient les fonctions d'encadrement. Et il y a un recours anarchique au contrat de louage. Il y a un retard dans la production des actes administratifs. Il y a le non-respect des horaires de travail par certains agents du ministère. Une administration qui est gangrénée par le phénomène du clientélisme politique. La modification de la loi 2007-26 du 23 juin 2007 portant un statut général de la fonction publique. Il y a aussi 4 concours en instance d'organisation pour le recrutement de 921 agents dont les fonds ont été débloqués
Et à mon arrivée, je n'ai rien trouvé. Le concours n'a pas eu lieu. Les concours n'ont pas eu lieu. Okay. Et les fonds ont été débloqués? Les fonds ont été débloqués. Un montant d'environ 110 millions qui a été encaissé pour l'organisation des 10 concours. Il y a un concours des finances de 831 agents, un concours de la justice et un concours du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Et le secteur privé, qui est peu dynamique en termes de création d'emplois, à raison de la persistance des effets de certains chocs exogènes et de la concurrence que lui imposent les entreprises multinationales. Il y a un problème de respect des principes et droits fondamentaux au travail. Il y a l'arrivée à terme du mandat de la représentativité des centrales syndicales. L'existence de doléances des centrales syndicales non encore satisfaites. Dès ma prise de fonction, je me suis attelée à prendre connaissance des dossiers en instance. J'en ai trouvé une pile de dossiers en instance. D'accord. Oui. La mesure et la portée de ma mission pour impulser une nouvelle dynamique à travers une organisation mieux adaptée au contexte, afin de remédier aux problèmes évoqués tantôt. Les mesures immédiates prises ont porté sur un redéploiement de 110 agents qui a été effectué dans les ministères et institutions qui en ont exprimé le besoin. Okay. Avant de faire un recrutement, il faut d'abord redéployer. Bien sûr. Oui. Voilà l'adoption du décret numéro 2024-08 du 4 janvier 2024 mettant fin au contrat de louage de services et des contrats des agents à statut spéciaux. L'instauration des registres au pointage qui régulièrement est sanctionnée par la gratification des agents assidus, suivi des visites inopinées au niveau des services afin de booster la rentabilité des agents, parce que j'ai remarqué que le travail est lent. Mais non. Oui. D'accord. Donc, des fois, je fais des visites inopinées et puis j'ai instauré un registre de présence. Les agents venaient n'importe comment, ils sortaient n'importe comment, ils se permettaient de dispenser des cours ailleurs sans une autorisation préalable. Comme j'ai une caméra dans mon bureau, je regarde, j'observe, je vois les va-et-vient, ils ne restent pas travailler. Ouais. Vous avez pu mettre de l'ordre Oui. dans cette... Là, j'ai mis de l'ordre. Il y a eu encore le rehaussement de la subvention de l'ANPE, que son budget a été rehaussé de 50% pour appuyer les actions de promotion de l'emploi des jeunes, conformément à l'axe 4.11 de la vision du chef de l'État dans son programme « Ma vision pour le Niger ». Et il y a encore le développement de la coopération en matière de migration de main-d'œuvre entre le Niger et certains pays amis, tels que le Qatar, ils étaient là tout récemment. Et il y a aussi la Libye, aussi, dont nous sommes en phase finale pour l'adoption d'une convention entre nos deux pays. C'est une coopération qui marche. C'est une coopération, oui. Qui marche. Qui marche, oui. Okay. Et encore, il y a le renforcement de la coopération avec les institutions internationales en matière de travail ayant conduit à l'élection du Niger comme membre titulaire du conseil d'administration du BIT et l'évaluation des centrales syndicales en vue de pallier au vide juridique né de l'arrivée à terme du mandat de la représentativité. En fait, avec les syndicats, nous avons eu à leur envoyer des correspondances pour leur demander de nous déterminer une clé de répartition. Parce que le mandat étant à terme et le mandat n'est pas renouvelable, donc il faut trouver un moyen pour pouvoir partager à ces centrales leurs subventions et les répartir dans les différents conseils d'administration. Ils n'ont pas pu nous faire une clé de répartition. On était obligé de le faire. Parce qu'il y a d'autres qui demandent à ceux qu'on reconduise leur représentativité. Il y a d'autres qui demandent à ceux qu'on répartisse les fonds à part égale, que centrale égale à centrale. Alors que nous savons que centrale n'est pas égale à centrale. Justement. Donc on a pris 4 critères. Puisqu'il y a eu des élections. Voilà. Les 4 critères consistent à l'existence des sièges. Parce qu'il y a des centrales qui n'ont même pas de siège. Oui.
Ils n'ont pas de bureau. Ils n'ont pas de bureau. Ils ont leur bureau dans les sacs. Dans les sacs, oui. Et il y a aussi le nombre de syndicats affiliés au central, parce qu'il faut avoir au minimum 5 syndicats affiliés pour être syndical. C'est ça. Ils doivent tenir des instances régulières. Des congrès, des assemblées générales. Des assemblées générales. Il y en a qui ne le font pas. Et le 4e point, c'est la représentativité en région. Il y en a qui ne sont pas représentés en région. Donc, nous avons tenu sur ces 4 points pour faire une clé de répartition. C'est l'un des critères objectifs. Oui. Et ça a passé sans problème. Et ça a passé sans problème. Il y a aussi l'ouverture des négociations avec les centrales syndicales. Les inspections ont été commanditées pour situer les responsabilités par rapport au fond du concours. Voilà, nous attendons les conclusions de l'inspection pour pouvoir relancer l'organisation des concours programmés. Parce que les dossiers sont là. Donc on ne connaît pas la destination du montant. On ne connaît pas la destination jusque-là. L'argent a disparu. Oui. D'accord. Madame la ministre de l'administration publique essuie de nombreuses critiques quant à son efficacité. Comment renforcer l'efficacité de cette administration publique, crédibiliser le système de recrutement, de formation, de promotion, de notation et de sanction des agents? Donc, pour renforcer l'efficacité de l'administration, nous avons fait l'élaboration du projet de décret modifiant et complétant le décret 2008-244 du 31 juillet 2008 portant modalité d'application de la loi 2007-26 du 23 juin 2007 portant statut général de la fonction publique de l'État. Ce texte de base qui fixe les modalités d'application de la loi dans les différents domaines cités ci-dessus a déjà fait l'objet d'un premier examen lors du conseil de cabinet du 7 février 2024. Le Premier ministre a demandé à ce qu'on revoie certains points et l'élaboration du projet de décret mettant fin aux fonctions des agents sous contrat de louage de services et des agents à statut spéciaux en service dans les ministères et institutions. Ça concerne 515 agents contractuels et 360 agents à statut spéciaux. Voilà ce décret qui a été adopté en Conseil des ministres le 4 janvier 2024 s'inscrit dans le cadre de la rationalisation des effectifs des agents de l'État, ce qui s'est traduit par des économies budgétaires, notamment sur la masse salariale, environ 11 milliards. Ah oui. Et voilà l'élaboration des outils d'évaluation aussi de la performance individuelle des agents de la fonction publique de l'État. Avant, c'était des critères subjectifs et maintenant, on espère avoir des critères objectifs. Oui, tout à fait. On parle de plus en plus de numérisation des services au sein de notre administration. Comment mettre en place un système de simplification et de dématérialisation des formalités administratives? En ce qui concerne notre ministère, plusieurs actions ont été initiées dans ce sens. Il y a la digitalisation du circuit du traitement des dossiers au niveau du ministère à travers le déploiement de bases de données dénommées bases circuits de l'information. Ce circuit permet aux responsables hiérarchiques de suivre efficacement le délai de traitement des dossiers en situant les responsabilités à tous les niveaux. Mais le système permet également de faciliter aux usagers le suivi rapide de leur dossier selon un processus efficace et efficient au niveau du ministère. Et encore, nous avons la numérisation des dossiers individuels des agents à la direction des archives. En 2024, 6 970 dossiers sont numérisés et archivés pour un volume de fonds de dossiers évalué à 53 000, dont 41 000 pour les cadres et 12 000 pour les auxiliaires. On va poursuivre cet entretien. Oui, la question du rendement et de la performance de l'administration nigérienne suscite énormément de questions. Que faut-il faire pour développer une approche innovante pour renforcer l'efficacité de l'administration publique à travers la promotion des valeurs d'intégrité, de professionnalisme et de l'intérêt général? Un code d'éthique et de déontologie des agents publics a été élaboré
Et des séances de formation et de sensibilisation ont été réalisées à l'endroit des principaux gestionnaires des ressources humaines de l'administration. Et encore, pour le cas spécifique de mon département ministériel, une enquête de moralité a été diligentée à l'endroit des agents de certaines directions sensibles avant leur affectation. Il s'agit plus précisément de la direction qui s'occupe du recrutement des agents de l'État. C'est au directeur seulement qu'on fait une enquête de moralité. Et moi, j'ai voulu à ce que tous les agents qui sont affectés là-bas, qu'on leur fasse une enquête de moralité. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Et Madame la ministre, la gestion du personnel administratif est sujette à beaucoup d'interrogations. Comment comptez-vous engager des réformes permettant un meilleur contrôle des effectifs et une répartition optimale du personnel sur l'ensemble du territoire national, notamment en milieu rural? Il faut d'abord responsabiliser les gestionnaires des ressources humaines en les mettant face à leurs attributions et en renforçant leurs capacités. Avoir un corps de gestionnaires de ressources humaines. Instruire les inspections générales de services à un contrôle régulier des services. Et encore mettre en œuvre la stratégie pilote de déploiement du personnel des secteurs de la santé et de l'éducation dans les situations post-crise, intégrant des mesures incitatives. Le document cadre de la stratégie a été adopté en Conseil des ministres le 24 juin 2024. Il faut aussi redéployer les agents en surnombre dans les administrations en sous-effectifs selon les profils et les demandes. Quelle est votre politique de l'emploi et de la formation continue en prenant compte la forte demande dans ce domaine? Et d'autre part, quelles solutions pérennes et définitives envisagez-vous pour les concours de recrutement à la fonction publique et la gestion des carrières, sachant qu'il s'agit des problèmes qui sont installés dans la durée? Donc, mon département ministériel est dans un processus de formulation d'une nouvelle politique nationale de l'emploi. D'accord. L'objectif est de créer des conditions pour promouvoir des opportunités d'emploi décents et productifs et améliorer la gouvernance du marché de l'emploi. Dans ce cadre, un document de politique sectorielle a été élaboré après une analyse situationnelle sur l'offre et la demande du travail. Ce diagnostic a permis d'identifier les problèmes qui se posent au secteur, les défis à relever et de dégager les nouvelles orientations en lien avec l'axe 4.11, je reviens là-dessus, du chef de l'État dans son programme Ma vision pour le Niger. C'est ça. Voilà. Ces orientations portent principalement sur l'amélioration du fonctionnement du marché du travail et de l'efficacité des structures publiques de l'emploi, le renforcement de l'employabilité des jeunes afin qu'ils soient à même de répondre aux besoins de compétences des entreprises, le développement de l'esprit entrepreneurial au niveau de la jeunesse, la promotion de l'emploi des populations défavorisées et de l'emploi local, le financement durable de la politique de l'emploi. Donc, après une dernière lecture pour la mise à jour des données statistiques, le document sera bientôt dans le circuit d'adoption, ce qui permettra de mettre en œuvre les différents programmes retenus. Aujourd'hui, madame, il y a combien peut-être de secteurs où peut-être les recrutements sont envisagés très bientôt, si on peut avoir une idée? Vous en avez déjà? Non, nous n'avons pas une idée, mais le besoin est exprimé par presque tous les ministères. Tous les ministères ont exprimé les besoins? Tous les ministères. Okay. D'accord. Oui, nous sommes vraiment en déficit. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment, puisque les ministères ont exprimé les besoins, madame la ministre? Maintenant, on attend que la situation du pays s'améliore. Se stabilise sur la situation financière, plan économique. D'accord. Madame la ministre, pouvez-vous nous dire dans quel état se trouvent les structures relevantes de votre département ministériel, telles que la caisse CNS, la CARENI, etc. Bon, les établissements sous tutelle, qui sont la caisse, la CARENI, la NPE, la NMS, l'ONEF et tout récemment la MSAE. En ce qui concerne la caisse, moi je me dis que la caisse fonctionne normalement. Oui, parce qu'elle est chargée de gérer les 3 branches techniques de la sécurité sociale qui sont les prestations familiales,
les risques professionnels et les pensions. Tout se passe normalement. Tout se passe normalement à ce niveau parce que nos pensionnés auxiliaires, ils ont leur pension au niveau de la CNSS. Oui. Ils n'ont jamais eu de problème. Ce qui n'est pas le cas de la Carini. Ce qui n'est pas le cas de la Carini. Voilà. Pour la Carini, qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce qu'on a quand même la ministre de la fonction publique en face de nous. Il faut qu'on sache ce qui se passe au niveau de la Carini. Qu'est-ce qui se passe? Parce que on doit dire, Madame la ministre, les retraités se plaignent beaucoup au niveau de la Carini. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je me dis que les retraités ne se plaignent pas de la fonction publique. Ils se plaignent plutôt du Trésor. Du Trésor. Donc c'est les finances. C'est les finances. C'est pas la fonction publique. C'est pas la fonction publique. Okay. D'accord. Madame la ministre, quelles sont les dispositions prises par votre département ministériel dans le cadre du dialogue social avec les partenaires sociaux? Dans le cadre du dialogue social avec les partenaires sociaux. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Ce qui se passe à ce niveau, depuis ma prise de fonction, j'ai tenu personnellement à rencontrer les différentes organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs par des visites que j'ai effectuées au niveau de leur siège, ceux qui en ont bien sûr. Bien sûr. L'objectif pour moi était de créer les conditions pour l'établissement d'un partenariat social actif, dynamique entre le gouvernement avec ses acteurs du monde du travail. Il faut rappeler aussi qu'il y a eu l'ouverture des négociations avec les centrales syndicales des travailleurs sur les doléances du 1er mai. Dans ce cadre, le comité interministériel de négociation avec ses partenaires sociaux, que je préside, est à sa 8e réunion. Ainsi, les 2 premières séances ont été consacrées à l'évaluation de la mise en œuvre des protocoles d'accord antérieurs signés avec les centrales syndicales. Actuellement, les négociations se poursuivent avec les nouveaux points de doléances. Les doléances communes déclinées en 24 points ont été passés en revue et un projet de protocole d'accord a été élaboré. Il reste maintenant à aborder les doléances spécifiques. D'accord. Inch'Allah, nous attendons après les assises pour convoquer notre 9e réunion. Donc, vos rapports avec ces syndicats, les centrales, c'est clean aujourd'hui. C'est clean. Il n'y a pas de friction. Il n'y a pas du tout. Et à ce sujet, il me plaît de remercier Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, pour son soutien constant et sa disponibilité qui ont rendu possible les résultats auxquels nous sommes parvenus. C'est peut-être une première. Oui. D'accord. Merci. Oui. Madame la ministre, comment envisagez-vous mettre en place un cadre approprié des mesures, des résultats et d'appréciation de la performance des actions de votre département ministériel si ça n'existe pas encore? En ce qui concerne ce point, les principaux éléments d'appréciation de la performance pour mon département ministériel constitués par les rapports périodiques des services techniques, les rapports d'inspection, d'audit et de contrôle de l'inspection générale des services et le tableau de bord des statistiques du ministère. À cela s'ajoute l'élaboration des outils d'évaluation de la performance individuelle des agents de la fonction publique, de l'État et du projet de décret fixant les modalités de l'évaluation. Le projet de décret des outils d'évaluation élaboré par un comité ad hoc sera bientôt soumis à l'avis du Conseil consultatif de la fonction publique avant son introduction dans le circuit d'adoption par le gouvernement. Quelles sont les mesures prises au niveau de votre département ministériel dans le cadre de la défense de l'intérêt national et de la patrie? Puisque nous sommes à l'heure de la sauvegarde de la patrie aujourd'hui. Les organisations socio-professionnelles qui sont sous notre tutelle sont exclusivement constituées par les organisations syndicales et le patronat. Avec ces structures, le ministère entretient un partenariat actif se traduisant par des consultations régulières sur des préoccupations d'actualité au plan national et sectoriel. Donc les mesures prises pour les aider dans l'exercice de leurs fonctions sont les suivantes. Le parrainage, les subventions, les appuis conseils pour une meilleure conduite des relations professionnelles. À l'occasion des réunions des comités interministériels de négociation, les représentants des travailleurs ont fait preuve de patriotisme et de résilience en accompagnant le gouvernement dans sa quête de souveraineté.
Parce qu'il n'y a pas eu Ça, on assez. a vu avec la Il n'y a mobilisation. pas eu assez un peu de partout mouvements à de travers grève. le pays. Non, non, il n'y a pas eu assez de mouvements de grève. Ouais, ouais. D'accord. Oui. Et ils ont C'est important. vraiment- Oui. C'est important. Voilà, pour Merci. terminer cet entretien, madame, quel sera votre dernier mot? Avant mon dernier mot, je voudrais informer mes concitoyens qu'avec mes collègues membres de l'AES, nous avions en vue l'harmonisation de la législation du travail dans notre espace. Ah oui. La mise en place d'une plateforme pour le partage des connaissances sur les compétences des services de l'emploi, en vue d'anticiper sur les besoins, de créer un cadre de mutualisation et de partage entre les représentants du gouvernement, des organisations d'employeurs et de travailleurs pour optimiser les interventions en vue de coordonner les secteurs du travail et de l'emploi. Pour revenir à mon message de la fin, Voilà. Le mot de la fin. les réalisations de l'année 2024 témoignent d'abord de l'engagement constant de son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, chef de l'État, et de son Excellence Mahaman Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, à améliorer les conditions de travail et d'emploi des travailleurs en particulier et des populations en général. Je félicite et encourage les partenaires sociaux pour s'être montrés patriotiques, disponibles, ouverts et flexibles dans l'analyse et l'apaisement du climat social. Surtout à un moment où toutes les filles et les fils du pays doivent s'unir pour reconstruire le pays et le hisser au nombre des pays émergents. Je m'en voudrais de ne pas saluer, d'une part, le sacrifice et l'engagement de mes collaborateurs pour leur résilience, mais aussi, d'autre part, le sacrifice à toute épreuve de l'ensemble des fonctionnaires et autres agents publics et privés, tous bravent continuellement les défis sécuritaires, environnementaux et contextuels pour des prestations de services adaptées, de qualité et de proximité en faveur des veillantes populations. Je puisse vous réitérer que le gouvernement continuera d'accompagner chaque initiative pour le bien-être des citoyens et la prospérité de notre nation, qui est résolument engagée dans la voie de la sauvegarde si chère à tous. Merci, madame, pour ce message. Mesdames, Messieurs, nous voilà à la fin de cet entretien. Merci de votre aimable attention. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes.